Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Week-end. Voici les titres de l'actualité. Au Niger, le président de l'Assemblée nationale, Hama Amadou, est en exil depuis le 27 août dernier. Les députés appellent la Cour constitutionnelle à prononcer la vacance de son poste. Les transitions démocratiques apaisées sont-elles possibles en Afrique? Oui, selon l'ancien président des Comores, Azali Assoumani, qui revient sur sa propre expérience à l'heure où les transitions politiques sont au cœur de l'actualité. Et puis, au Kenya, les agriculteurs menacent d'abandonner la culture du thé. Et pour cause, depuis 3 ans, ces derniers gagnent 40% de moins par kilogramme de thé vendu, une situation qu'ils estiment insupportable. Au Niger, les députés appellent à prononcer la vacance du poste de président du Parlement, une requête qui fait suite au départ de Hama Amadou le 27 août dernier après avoir été mis en cause dans une affaire de trafic présumé de bébés. La Cour constitutionnelle nigérienne dispose de 15 jours pour trancher. Si la vacance est prononcée, un nouveau président du Parlement sera élu. Le point avec Marina Vanier. Ils veulent prononcer la vacance du poste de président de l'Assemblée nationale. Eux, ce sont les 113 élus du peuple nigérien. Les députés ont soumis ce vendredi 14 novembre une requête à la Cour constitutionnelle afin qu'elle constate la vacance du poste de président de Parlement. Poursuivi pour son implication présumée dans un trafic de bébés au Nigeria, le président de l'hémicycle, Hama Amadou, s'est exilé en France depuis le 27 août 2014. Clamant toujours son innocence, cet ancien soutien du président actuel Mahamadou Issoufou dénonce une machination politique visant à l'écarter des présidentielles de 2016. C'est un nouveau rebondissement dans cette affaire qui soulève déjà des tensions dans la classe politique. Pour les élections de 2011, je l'ai soutenu et c'est grâce à mes voix qu'il est passé président de la République. Je pensais sincèrement qu'il pouvait être une alternative. Malheureusement, après 2 ans d'une alliance qui ne s'est pas toujours bien passée, je me suis rendu compte que son objectif de 2016 l'a mené à vouloir affaiblir tous les partis politiques, y compris les partis qui sont alliés aux siens, parmi lesquels évidemment le mien, et en même temps m'affaiblir et m'emprisonner. Quand j'ai compris cela, il était inévitable qu'il fallait prendre mes distances et créer les conditions d'un affrontement beaucoup plus franc et plus régulier. 17 personnes, dont 12 femmes, ont été arrêtées le 26 juin 2014 au Niger dans cette affaire. Parmi les personnes emprisonnées se trouve l'épouse de Hama Amadou. Étant le principal opposant, il a toujours crié au complot politique. Allégation démentie par le gouvernement nigérien qui nie toute ingérence dans les poursuites judiciaires. Monsieur Amadou a quelques problèmes avec la justice. Il ne les a pas avec le président Issoufou ni avec le gouvernement. Il n'aurait jamais été en mesure de l'envisager s'il n'avait pas été impliqué dans un circuit qui est considéré comme un circuit criminel pour le moment. La femme de M. Amadou, avec laquelle il était marié depuis plus de 20 ans, au mois d'août 2012, est allée au Nigeria ramener des bébés qu'elle prétend avoir accouchés. Et il nous semble que depuis lors, elle a comme ouvert un chemin qui a permis à tous les couples stériles du Niger d'aller se ravitailler un enfant au Nigeria. Si la Cour constitutionnelle prononçait la vacance du poste, les députés nigériens devront élire un nouveau président dans les 15 jours qui suivent. Une décision de la plus haute juridiction du Niger est attendue dans les 2 prochaines semaines. Le président algérien Abdelaziz Bouteflika, attendu en Algérie, le chef de l'État âgé de 77 ans, avait été admis jeudi dans une clinique de Grenoble dans le sud-est de la France. Après une série d'examens médicaux, il devrait regagner Alger ce samedi. En une décennie, le président algérien a multiplié les séjours à l'hôpital, une situation qui inquiète de plus en plus le peuple algérien qui s'interroge sur ses capacités à gérer les affaires de l'État. L'opposition politique, elle, évoque une vacance du pouvoir. On écoute à ce propos Metaoui Fessal, rédacteur en chef du quotidien El Watan. L'opposition réunie au sein de la coordination nationale pour la transition démocratique appelle à appliquer l'article 88 qui porte sur la vacance du poste du président. Bien entendu, il n'y a pas d'écho à cet appel, mais là, le débat est relancé après cette absence du président et ça alimente beaucoup d'inquiétudes puisque les Algériens ne savent pas si le président a encore des
capacités. Lui qui est assis sur un fauteuil roulant a encore des capacités donc de continuer à gérer le pays jusqu'à 2019, date de la fin de son 4e mandat. Quel regard porter sur les transitions politiques en Afrique après avoir conduit un processus de transition démocratique? Azali Assoumani, ancien président des Comores, partage son expérience au moment où le continent africain est confronté à plusieurs transitions politiques plus ou moins difficiles. Aminata Diak. Si beaucoup restent sceptiques sur les succès des transitions démocratiques en Afrique subsaharienne, d'autres plus optimistes saluent des efforts accomplis et rappellent la nécessité de poursuivre ces efforts pour un meilleur enracinement de la démocratie. Depuis 1989, des progrès considérables ont été réalisés sur la voie de la libéralisation politique. Seulement, force est de constater aujourd'hui un ralentissement du rythme de la démocratie sur le continent. Un constat que l'ancien chef de l'État comorien, Azali Assoumani, impute à travers son expérience à la spécificité du régime politique dans chaque pays. J'ai conduit une transition. Cette transition-là, je l'ai conduite à un moment moi seul et puis aussi je me suis associé avec les partis politiques. Et fort heureusement, cette transition a abouti à des élections que tout le monde a accepté qu'ils étaient libres et transparentes. Mais c'est problématique des transitions qui s'invitent dans tous les pays en Afrique en général et surtout dans l'espace francophone, des transitions dont la plupart ne sont pas des transitions normales dans un cadre d'une constitution, mais c'est des transitions qui sont forcées par des circonstances propres à chaque pays. Prenant l'exemple du Burkina Faso, l'ex-président comorien exhorte les dirigeants africains au respect de la Constitution et du libre choix du peuple. Le départ forcé du Burkina, d'abord nous, enfin les autorités, que ce soit anciens ou actuels, doit effectivement, président au destiné d'un peuple, penser à les objectifs, penser à la démocratie, penser au respect strict des constitutions qu'on est fixées. Ça, c'est la première leçon qu'on doit tirer. La deuxième leçon propre au Burkina, effectivement, c'est que c'est le peuple qui est descendu dans la rue pour réclamer l'application de la Constitution et qui a occasionné la démission du président de la République. Azali Assoumani est arrivé à la tête des Comores suite à une intervention de l'armée en 1999 en réaction à des mouvements séparatistes. Il devint président de l'Union des Comores d'avril 2002 à mai 2006. Il a été succédé par Ahmed Abdallah Sambi à l'issue de l'élection présidentielle de 2006. Au Kenya, le secteur théier est en perte de vitesse. Principale culture commerciale du pays, les agriculteurs menacent de l'abandonner parce qu'ils la jugent moins rentable qu'avant. Une situation qui risque de mettre à mal l'économie nationale, comme nous l'explique Gevanido. Les agriculteurs et les cueilleurs de thé kenyans veulent abandonner l'une des plus importantes sources de revenus de l'économie nationale. En effet, ces chefs d'exploitation gagnent depuis 3 ans 40% de moins par kilogramme de thé vendu et jugent cette situation insupportable. Résultat, ils menacent de déraciner les buissons de thé et se réorienter vers d'autres secteurs porteurs. Cette culture du thé, pour être honnête, est devenue inutile parce que le prix a baissé. Les prix des engrais ont grimpé, les prix des pesticides ont augmenté. Maintenant, nous décidons de déraciner cette culture et garder le bétail. C'est avec les revenus de cette production que nous subvenons aux besoins de nos enfants ainsi qu'à leur éducation. Au cours de la campagne 2013-2014, les agriculteurs ont gagné $3 500, une rente en baisse de 55,41 $ par rapport à la campagne 2011-2012. Le gouvernement de son côté rassure. Le mois dernier, le ministre de l'Agriculture, Félix Koskai, a invité les agriculteurs à poursuivre la culture du thé. Mais pour certains observateurs, le gouvernement devrait mettre en place un mécanisme plus efficace pour amortir les fluctuations des prix. Le marché mondial agricole est régi selon la loi de l'offre et de la demande, et l'offre a tendance à réagir en fonction des prix. Il est donc à prévoir que nous ne pourrons pas avoir l'année prochaine autant de producteurs de thé que cette année, parce que les gens vont regarder d'autres options avec lesquelles ils peuvent remplacer le thé. Je pense que cette baisse continuera parce que les marges de manœuvre dans les marchés de thé sont minces. Nous devons réduire notre offre afin d'obtenir des prix plus élevés. L'autorité nationale de régulation du thé propose de son côté au gouvernement la suppression d'une liste de 24 taxes. La culture du thé noir constitue la première source d'entrée de devises dans le pays après que l'attentat du centre commercial de Westgate en septembre 2013 ait miné le secteur touristique.
L'an dernier, le Kenya a récolté 1,3 milliard de dollars dans la production de cette plante. La Coupe d'Afrique des Nations 2015 se jouera en Guinée équatoriale. Une satisfaction pour le pays qui va pouvoir organiser seul la plus grande compétition de football du continent et un soulagement pour la Confédération africaine de football après le long feuilleton plein de rebondissements qui a fait suite à la défection du Maroc en tant que pays organisateur. Marina Vanier. C'est désormais officiel, l'élu venu au secours de la CAN 2015 est bien la Guinée équatoriale. Après les refus de certains pays dont l'Angola d'accueillir la compétition, la Confédération africaine de football a finalement confié l'organisation de l'événement à la Guinée équatoriale. Le Maroc, qui devait être le pays hôte, a été disqualifié suite à son refus d'organiser en raison du danger de l'épidémie d'Ebola. À 2 mois de l'événement, cet accord de ce pays habitué à une organisation aussi titanesque est un soulagement. Je crois que l'Afrique a failli manquer un événement meilleur, un événement qui a fallu être délocalisé de l'Afrique. Et évidemment, la Guinée équatoriale, comme toujours, n'a pas voulu permettre qu'un événement de cette nature puisse être délocalisé de l'Afrique. C'est la raison pour laquelle le gouvernement équatorien, le président Obiang, a décidé d'accepter la sollicitude de la CAF. Il faut faire éclaircir que la Guinée équatoriale n'a pas demandé d'organiser la CAN. Elle a été sollicitée. Si la République de Guinée équatoriale faisait figure de favorite ces derniers jours, c'est parce qu'elle a certains arguments à faire valoir. En plus du soutien total du gouvernement, la Guinée équatoriale a déjà co-organisé la CAN en 2012 avec le Gabon. Elle est aussi pourvue d'infrastructures nécessaires pour accueillir une compétition d'une telle envergure, notamment les hôtels, routes ou encore des stades adaptés. Nous sommes prêts d'accueillir parce que notre président de la République n'est pas un homme à improviser ses décisions. Donc, s'il a dit que la Guinée équatoriale va accueillir la CAN, vous verrez que nous allons accueillir la CAN. Nous avons des infrastructures routières, portuaires, aéroportuaires, qui nous permettent d'organiser n'importe quel événement et des stades. La CAN de 2012, nous avions 2 stades. Maintenant, nous avons 4 stades. Maintenant, nous sommes en mesure d'organiser nous-mêmes la CAN. 4 sites ont été retenus pour la phase finale, à savoir Malabo, Ebébéine, Bata et Mongomo. Même si quelques travaux devront être réalisés, tout semble être sur la bonne voie pour le coup d'envoi effectif de la CAN le 17 janvier 2015. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition du QG Week-end sur Africa 24.